Logique Floue est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. Au fil des épisodes, des chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics viennent partager leur vision de l'IA. D'autres épisodes sont consacrés aux femmes et aux hommes qui la développent au quotidien. Dans ce nouvel épisode, rencontre avec Luca Colaneri, ancien chercheur à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, avant d'intégrer l'équipe de Spirops où il trouve une nouvelle manière de penser l'IA. Alors, moi, je suis un matérialiste. Ça veut dire que pour moi, le cerveau, l'intelligence, c'est un phénomène émergent d'interaction de la matière. Tout est physique pour moi. L'information est physique. Tout est physique. Tout existe parce qu'il y a des particules qui s'agrègent dans des molécules, qui s'agrègent dans des choses végétales ou pas végétales, qui manipulent de l'information et de façon extrêmement complexe, il y a l'intelligence qui émerge. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme ça. Et si on voit ce qu'aujourd'hui on a commencé à appeler intelligence artificielle, donc les réseaux de neurones profonds et l'intelligence générative, il y a une base mathématique très claire, très connue. Et il y a souvent les mêmes atouts mathématiques, comme on dit dans la physique, marchent aussi dans ces domaines. Est-ce que tu peux te présenter et me dire depuis combien de temps tu travailles chez Spirops ? Alors, je m'appelle Luca et je travaille ici à Spirops depuis novembre 2017. Et Spirops, ça a été mon vrai premier job en tant que salarié. Parce que avant de travailler ici, j'étais chercheur en CDD, donc j'étais en postdoc à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Donc j'ai une formation de physicien. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas informaticien de base. J'ai travaillé sur 2 projets principalement quand j'étais chercheur, sur une expérience de recherche de matière noire et sur un logiciel pour calculer des choses basées sur des formules qu'on appelle Generalized Partons Distributions, qui dérivent la distribution des composants des protons, des neutrons, des particules qu'on appelle des hadrons. Donc ça, c'était les choses qui m'ont appris à coder. Donc quand j'ai décidé de quitter la recherche, de chercher un vrai travail, le seul atout que j'avais, je sais programmer un petit peu. Et à l'époque, j'avais un peu peur d'aller travailler comme un data analyst. C'est la chose qu'ils font souvent les physiciens qui se reconvertissent, parce que je ne trouvais pas ça hyper intéressant. Mais ça arrive souvent parce qu'on a les outils mathématiques pour le faire, donc ça marche bien. Quand on fait de la physique, on fait de l'analyse de données. Mais je voulais pas ça, donc j'ai cherché un peu et par pur hasard, je suis tombé sur cette petite boîte sur le site. Et donc j'ai envoyé un message, une candidature, je dis je cherche du boulot. Et 3 mois après, ils m'ont répondu. On a fait un entretien, ça a bien marché. Ça a tellement bien marché qu'après 8 ans désormais, je suis là, je suis toujours là. Ça veut dire que tu savais pas coder ou coder juste pour finalement ton application et tu te retrouves dans une boîte qui fait entièrement ça avec des gens qui font ça de manière très très poussée, quoi. Tout à fait. Donc depuis ce temps-là, j'ai un syndrome de l'imposteur parce que tout le monde ici code mieux que moi. Ils savent des choses que je ne sais pas parce que je n'ai jamais vraiment appris et parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment savoir tous les secrets des Windows d'un système opératif. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les choses, comment faire des choses. Il y a les côtés outils, les côtés quoi faire avec l'outil. Moi, ça m'intéresse quoi faire avec l'outil. Donc, je ne savais pas vraiment coder comme eux. J'avais des bases parce que quand on fait la physique, il faut coder, il faut le faire. Mais pas à ce niveau-là. Peu après, quand j'étais embauché, il m'a dit, on se dit que tu ne sais pas coder, mais tu vas apprendre. Mais comme tu as une thèse en physique, on pense que tu es intelligent, tu vas apprendre. Donc, ils ont fait un pari sur moi qui apparemment, ils n'ont pas complètement perdu aussi. Non. Ils m'ont gardé tout ce temps-là. Et du coup, tu as dû apprendre en le faisant ou comment tu as appris ? Bon, en le faisant, parce qu'ici, il y a cette pratique que je trouve super, qu'on ne trouve pas souvent ailleurs, de faire du pair programming, donc d'être à 2 personnes sur un ordinateur. Et la première personne avec qui j'ai travaillé, samedi, qui a été incroyable, d'une patience infinie,
Surtout parce que je ne savais pas bien coder et à l'époque, je ne parlais pas si bien français. J'ai travaillé ici, ça m'a poussé à bien apprendre cette langue parce que quand je faisais de la recherche, on parlait presque exclusivement en anglais. Mes collègues n'étaient pas tous français, donc on parlait en anglais. Et ça ralentit beaucoup mon apprentissage de la langue. Et Mehdi était fantastique. Donc, en étant deux, moi j'avais les idées, mais je ne savais pas comment les réaliser. Et avec lui, j'ai appris plein de choses. Et est-ce qu'il y a justement un projet sur lequel tu travailles en ce moment et où tu fais ça? Et oui, alors depuis que je suis à Spirops, j'ai toujours travaillé plus ou moins sur le même projet, que c'est le projet de la voiture autonome. D'abord, j'avais travaillé avec Mehdi sur la fusion, qui est le fait que sur un véhicule autonome, on a différents capteurs qui disent chacun sa vérité. Et l'objectif de la fusion, c'est de merger toutes ces vérités pour arriver à une vérité cohérente, consistante, qu'on peut utiliser après dans les cerveaux de la voiture pour prendre des décisions. Après, comme un de ces capteurs qu'on utilisait dans les projets était vraiment pas bon, j'étais affecté à la reconstruction de l'information à partir des données brutes de ces capteurs, notamment des lidars. Donc, ce sont des faisceaux laser qui scannent, qui balayent les paysages et nous redonnent un nuage de points. À partir de ces nuages de points, on reconstruit les objets que l'on voit autour de la voiture. Donc, c'est tout à fait de l'analyse des données. Et la tâche est difficile parce que cette analyse des données doit advenir en temps réel. On n'a pas les temps de regarder les données calme, à faire beaucoup de travail, beaucoup de calculs pour sortir les informations. Ça doit se passer en quelques millisecondes. Parce qu'après, il y a tout de suite de nouvelles données qui vont arriver et il faut les faire. Et donc là, il faut réfléchir à l'algorithme. Dans l'algorithme, ça veut dire, je regarde ça, si ça, alors ça. Ça, c'est l'idée, c'est l'algorithme. Après, il y a l'implémentation de l'algorithme. Nous, on code en C++, donc il y a ses secrets, les choses à savoir. Mais ça, je trouve moins intéressant. C'est ça mon point de vue. Quand je parle d'outils et d'utilisation de l'outil. L'outil, c'est le langage de programmation, c'est l'ordinateur. Mais une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai trouvé l'idée, je n'aime pas de voir comment ça marche. Mais le moment que je veux, OK, c'est OK, là, je me lasse. Je n'ai pas envie d'aller au fond du détail, du langage, de tout contrôler jusqu'à la dernière ligne du code, dernière bit. Il y a des gens ici qui aiment vraiment beaucoup ça. Heureusement qu'il y a, parce que ça accélère les choses, ça fait marcher dans la boîte. Et quand tu imaginais l'intelligence artificielle avant de commencer à le faire, c'était quoi pour toi? Ça voulait dire quoi? Comment ça allait s'appliquer? Qu'est-ce qui était intéressant de réfléchir et de créer? J'avoue qu'à l'époque, c'était tout très très vague parce que je ne connaissais strictement rien. C'est après que j'ai commencé à travailler ici que j'ai commencé vraiment à explorer, à lire plus, à étudier, à m'informer. Et j'ai découvert tout un monde. Et l'approche Spirops, c'est de comprendre les choses et de l'implémenter. Donc, de créer des règles, des choses qui sont intelligentes, subtiles, mais qui ont besoin d'une compréhension. Quand on crée une chose, il faut qu'on la comprenne bien. L'approche de réseau neuronal, qui a un succès énorme parce que ça marche bien, et je trouve ça génial parce que c'est une émergence comme l'intelligence, d'interactions simples qui créent une chose extrêmement complexe. Mais c'est une façon de faire de force brute parce que on comprend pas. On comprend pas. On comprend ce qui se passe. Il faut que je fasse un exemple concret. Quand on fait la reconnaissance d'image, on prend l'image. Si moi je dois faire une règle qui dit, quand tu regardes cette image, regarde les pixels par pixel, et une règle spécifique verbalisée pour dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, c'est une tâche presque impossible. Les réseaux de neurones arrivent à prendre ces règles tout seuls, et ça c'est super. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Mais c'est brute force, donc on lui donne les données et il apprend tout seul. Ça permet de faire des choses, justement, qu'on ne peut pas verbaliser. Ça, je pense que c'est vraiment la décision. S'il y a des règles que je peux expliquer, il n'y a pas besoin de raisonner. Et un bon exemple de ça, c'est par exemple la conduite autonome. Notre approche, c'est que les règles, on peut les dire. Ils ne sont pas infinis. C'est simple. Il ne faut pas taper quelqu'un, il faut rester sur la route, il faut aller d'ici à là-bas. Bon, je simplifie, mais c'est simple. On peut verbaliser les règles. S'il doit reconnaître des choses complexes dans une image,
On ne peut pas verbaliser les règles. Je peux les verbaliser pour un autre être humain qui comprend mon langage. Et lui dit, il y a cette caractéristique, mais du point de vue des données brutes lues par un ordinateur, des bits à lire, on ne peut pas. Donc c'est trop compliqué. Un réseau de neurones peut. Donc, c'est pour la plupart des choses et des applications qu'on peut utiliser dans le niveau commercial, moins intéressant. Moi, quelqu'un qui me demande de faire un réseau de neurones qui fasse un truc, j'ai pas envie de le faire. Ça ne me rajoute rien, c'est de l'assemblage. Ça ne me demande pas un effort intellectuel fort. Par contre, le faire avec notre approche, c'est autre chose. Avec tout l'avantage que, comme on n'a pas besoin de gigabytes de données, on n'a pas besoin d'une infrastructure immense pour travailler. On peut corriger les erreurs tout de suite parce qu'on peut les individuer tout de suite parce que toutes les règles sont bien définies. Donc on sait s'il y a une erreur, où ça s'est produit et comment le corriger. Après, du point de vue strict de l'intelligence artificielle, moi je pense que l'approche du SpearOps, l'idée qu'ils ont à la base, le fondateur avec le cerveau SpearOps, a une quantité d'applications infinie, énorme, qui sont vraiment en concurrence avec plein d'applications que les gens utilisent, que les gens font des réseaux de neurones. La facilité, entre guillemets, des réseaux de neurones, c'est que, comme on disait, c'est de la force brute. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais c'est très souvent overkill. On n'a pas besoin. On peut le faire autrement, avec tous les avantages du point de vue de l'infrastructure, du contrôle, du coût énergétique et du coût vraiment économique pour tout, pour les choses, pour le nombre de gens qui doivent travailler, pour le nombre d'ordinateurs utilisés, etc., etc. Si on doit réfléchir à l'intelligence artificielle de manière peut-être un peu plus globale et puis en regardant loin, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui te fait envie sur ce qui va arriver dans l'intelligence artificielle que vous créez ici chez SpearOps? J'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je me trouve bien ici, je rencontrais l'âge. La première chose, c'est vraiment d'un point de vue humain et intellectuel, dans le sens que l'équipe est fantastique, les gens sont super, il y a une bienveillance infinie l'un vers les autres. Si j'ai une question, il me répond, il n'y a jamais de jugement sur le fait que je ne sais pas, que j'aurais dû savoir, etc. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde code mieux que moi. Et ils m'ont dit, je ne sais pas qui a dit ça en premier, la source de cette dicton, c'est que si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. Et moi, je suis dans la bonne pièce parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre ici de quelqu'un. Tu me dis que ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail, c'est l'aventure humaine. Ah oui, ça vaut tout parce que quand j'ai travaillé dans la recherche, déjà l'ambiance, c'était pas si paisible qu'ici. Franchement, ça dépend un peu. Mais quand même, j'ai travaillé avec des gens. Quand on fait la recherche, on ne le fait pas pour l'argent ou pour les succès. C'est une chose, parce qu'on est passionné, malheureusement, on est mal payé. Et le fait que tout le monde, au moins dans les domaines de la physique que j'ai vécu, les gens sont hyper passionnés. Et même, j'ai vu des professeurs qui, proches de la retraite, il y avait vraiment la passion de faire, de travailler, d'avancer, de comprendre et de faire apprendre aux autres. Et ça, c'était super. Et j'avais peur de perdre ça quand j'ai changé de chemin. Et si je l'ai retrouvé, là, ici, il y a des personnes partout. Et je pense que les choses se passent bien dans une boîte quand les gens ont les mêmes objectifs, plus ou moins. Et quand l'objectif, c'est de bien faire les choses, quand on est passionné de les faire, c'est pas juste un devoir. Parce que souvent, on a des collègues ailleurs, je parle de ma femme, de mes amis, il y a le collègue qui doit venir au boulot parce qu'il a besoin d'un salaire. C'est humain. Je pense que 90% des gens vont au travail parce qu'ils doivent, pas parce qu'ils sont passionnés pour ce qu'ils font. Et ça, c'est un grand frein à la motivation. Et donc, il y a différentes personnes dans le même endroit qui ont différentes attentes l'un de l'autre, différents niveaux de ça suffit pas, et ça crée de l'attrition. Après, il y a aussi tous les côtés d'envie personnelle de monter dans la hiérarchie, de toutes les aspirations personnelles, comme on dit, j'ai un trou de mémoire, l'ambition personnelle ou l'ego, tout simplement, les gens qui se sentent supérieurs sans pas l'être. Tout ça crée une ambiance
souvent toxiques. Après, c'est, je parle d'expérience pas personnelle, mais des proches, quand on met à la tête quelqu'un qui n'est pas bien, il prend des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions, et en cascade, ça pourrit la vie à tout le monde. Ici, déjà, le fait qu'on prend les décisions collectivement, ça empêche ces problèmes. On ne subit pas les décisions des autres, donc on n'est pas frustré. Mais vraiment, la chose qui change tout, c'est vraiment l'enthousiasme de faire les choses. Quand on est content de faire les choses, ça oublie les résultats, on est content de travailler ensemble vers le même objectif. Et ça crée l'harmonie qui fait marcher les choses.